Mouvement de contestation au Mali suite à la proposition d'accorder 5 ans de pouvoir à Assimi Goïta, le chef des militaires au pouvoir, et de dissoudre les partis politiques. C'est le tour des jeunes leaders de la scène politique et la société civile malienne de se réunir après les partis politiques. L'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en confrontation autour du procès de l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mapon. Il est accusé d'avoir détourné environ 200 millions de dollars destinés pour un projet de parc agroalimentaire. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Après les partis politiques samedi, les jeunes leaders de la scène politique et de la société civile malienne se sont à leur tour rassemblés ce dimanche 4 mai à la maison de presse de Bamako pour protester contre la possible dissolution des formations politiques et la proposition d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta. Au lendemain de la manifestation organisée devant le Palais de la Culture de Bamako par une coalition de plusieurs dizaines de partis politiques maliens, les mouvements de jeunes de la société civile et de la classe politique malienne se sont à leur tour rassemblés ce dimanche à la maison de la presse de la capitale pour rendre public un manifeste. Mais là aussi, comme la veille, bien que les organisateurs de l'événement aient obtenu toutes les autorisations nécessaires, des membres des forces de l'ordre et plusieurs jeunes favorables à la junte au pouvoir ont tenté de les empêcher d'accéder à la salle. Nous avons été surpris de trouver sur place un attroupement de certains jeunes instrumentalisés par les militaires qui ont tenté de nous barrer l'accès à la salle de conférence de la maison de la presse. Cela étant, malgré une forte pression, nous avons quand même pu faire notre déclaration, témoigne ainsi Mokhtar Ousmane Sy, président du mouvement Génération Engagée et membre du collectif des jeunes leaders. Dans leur manifeste, les chefs de file des mouvements de jeunes du Mali réaffirment leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Ils rejettent également les propositions formulées à l'issue de la récente consultation des forces vives du pays encadrées par la junte, parmi lesquelles figurent notamment la dissolution des partis politiques et l'octroi des mandats présidentiels de 5 ans sans élection au président de la transition, le général Assimi Goïta. Farouchement opposé à une telle perspective, des jeunes leaders appellent à la mobilisation générale sans violence pour y faire barrage. En République démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle autour du procès de l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mapon. Celui qui est aujourd'hui dans l'opposition est accusé de détournement de deniers publics, près de 200 millions de dollars destinés à la mise en place du parc agroalimentaire de Bukangalozo. Lors de son procès le mois dernier, le parquet a requis 20 ans de prison. Au cours de l'audience, l'ancien Premier ministre a invoqué son immunité parlementaire. Et le débat s'est amplifié ces derniers jours entre le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle. Lorsque Matata Ponyo est déféré devant la haute cour, il est sénateur et son immunité a été déjà levée. Depuis, le procès a connu plusieurs rebondissements. Fin 2023, l'ancien chef du gouvernement est élu député national et obtient donc une nouvelle immunité parlementaire. Lorsque le procès reprend en avril dernier, il l'invoque et refuse de comparaître. Mais la Cour décide de poursuivre le dossier. Le président de l'Assemblée nationale s'est donc invité dans le débat. Vital Kamerhe a demandé à la Cour de respecter la procédure et de solliciter une nouvelle levée de l'immunité. Réponse de la Cour constitutionnelle. Pas question de revenir en arrière. Matata Ponyo a été déjà traduit devant une juridiction. Les débats du procès ont été clôturés fin avril et le verdict mis en délibéré au 14 mai. Dans un courrier, le président de la Cour a rappelé d'un ton ferme l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans 9 jours, la Cour constitutionnelle de RDC devrait donc se prononcer. L'opposant et ex-chef du gouvernement risque 20 ans de prison ferme pour le détournement présumé de près de 200 millions de dollars. En Afrique du Sud, les autorités ont de nouveau découvert la semaine dernière des migrants éthiopiens retenus contre leur gré en banlieue de Johannesburg. Ils étaient 44 enfermés dans des conditions très difficiles, dont plusieurs mineurs. Ces affaires mettent en lumière une route de migration peu étudiée qui relie la corne de l'Afrique à la nation arc-en-ciel.
Déjà en janvier, une vingtaine de ressortissants éthiopiens avaient été secourus par la police alors qu'ils étaient détenus dans une maison près de Johannesburg. L'année dernière, 90 autres personnes avaient également été retrouvées enfermées dans des conditions similaires, attirées par la promesse d'une vie meilleure en Afrique du Sud. Ces migrants se retrouvent une fois sur place pris au piège, selon Faisal Garba, professeur de l'Université du Cap. Il paie ses passeurs ensuite. Une fois qu'ils arrivent en Afrique du Sud, ils doivent payer le reste. Ils ne seront pas libres tant qu'ils n'auront pas donné l'argent. On passe donc d'un accord volontaire à cette forme de coercition que l'on observe avec les gens détenus contre leur gré, observe Faisal Garba. Beaucoup meurent avant d'arriver. Depuis 2020, les corps des dizaines de migrants éthiopiens ont été retrouvés au Mozambique, en Zambie ou encore au Malawi. Contrairement aux routes migratoires qui connectent la Corne de l'Afrique à l'Europe ou aux États du Golfe, cette tragédie du Sud est moins documentée. Emma van der Holt et son organisation Brave to Love tentent depuis plusieurs années de mieux connaître ces réseaux. La plupart de nous disent qu'ils ont été recrutés en Éthiopie par des passeurs qui sont basés au Kenya. Ensuite, sur la route, ils sont parfois enfermés dans des voitures. Ils sont affamés et battus. Cela peut être très violent, déplore Emma van der Holt. En 2023, l'Organisation internationale pour les migrations recensait près de 80 000 mouvements au niveau de cette route migratoire du Sud. Au lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef du gouvernement gabonais Raymond Ndong Sima a remis la démission de son équipe au chef de l'État, lui exprimant à cette occasion ses vœux chaleureux de réussite pour le septennat qu'il commence. Tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République, le nouveau président doit, lui, procéder rapidement à une salve de nomination. Remercié pour son engagement exemplaire durant la transition par le nouveau président Brice Oligui Nguema, le chef du gouvernement Raymond Ndong Sima a quitté la primature dimanche 4 mai en émanant ses prérogatives avec lui, le poste de Premier ministre disparaissant dans la nouvelle constitution gabonaise. Fortement présidentialiste, le texte fait en effet du chef de l'État le détenteur de l'ensemble du pouvoir exécutif. Bien que celui-ci doive malgré tout nommer un vice-président du gouvernement qui lui est rattaché, poste qui requiert à la fois du poids politique et une connaissance pointue de l'administration, alors que le gouvernement va devoir plancher sur plusieurs textes dont le découpage électoral et la loi sur les partis politiques. À ces propos, une concertation est d'ailleurs prévue mercredi 7 mai, alors que les élections législatives ont été annoncées pour les 27 septembre et 11 octobre. Pour constituer sa prochaine équipe, Brice Clotaire Oligui Nguema a le choix entre prolonger les sortants, au moins sur le temps de clore la transition et promouvoir certains profits qui n'ont pas ménagé leurs efforts durant la campagne. Dans cette perspective, les équilibres seront donc scrutés à la loupe afin de jauger le poids des différents cercles d'influence. Les cadres issus du PDG, les ex-figures de l'opposition, la nouvelle génération loyale au président ou encore ses anciens frères d'armes du CTRI censés regagner leur caserne. Enfin, le chef de l'État doit aussi nommer un autre vice-président dont le rôle est protocolaire, poste qu'occupait Joseph Owandol Ber durant la transition. La Cour internationale de justice s'apprête à rendre ce 5 mai 2025 une décision concernant la plainte du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum a attaqué les Émirats arabes à la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé aux forces de soutien rapide FSR qui combattent l'armée soudanaise depuis 2 ans. La Cour internationale de justice de La Haye doit rendre ce 5 mai 2025 sa décision au sujet de la requête déposée par le Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum les accuse d'être le moteur d'un génocide en cours contre les populations massali du Darfour en raison de leur soutien présumé aux forces de soutien rapide du général Hamidti. Khartoum espère des décisions de la part des juges, qu'ils ordonnent aux Émirats arabes unis de cesser leur soutien au présumé FSR et qu'ils imposent de payer des réparations aux victimes du conflit. Plusieurs rapports d'ONG ou d'experts des Nations unies ont pointé du doigt le soutien des Émirats arabes unis au FSR via notamment des livraisons d'armes. Mais les Émirats nient toute implication dans ce conflit. Lors des audiences en avril,
Ils ont dénoncé les allégations fabriquées et multiplient ces derniers jours les communiqués accusant le Soudan d'instrumentaliser la justice. Ce que les Émirats espèrent toujours, c'est que la Cour internationale de justice se déclarera incompétente, car lorsqu'ils ont signé la Convention de 1948 sur la prévention du crime de génocide, ils ont émis une réserve qui limite la possibilité pour un autre pays de les attaquer. Cette réserve va-t-elle s'appliquer ou non dans le cas présent? C'est tout l'enjeu de la décision de ce lundi. Même si la Cour internationale de justice manque de moyens pour faire appliquer ces décisions, des sanctions exposeraient les Émirats arabes unis qui ont des intérêts économiques importants au Soudan. Selon plusieurs sources, une grande partie de l'or exploité au Darfour est exportée vers Abu Dhabi. La guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan au FCR avec à leur tête son ancien adjoint Mohamed Hamdan Dogolo, dit Ahmedi, a fait des dizaines de milliers de morts au Soudan, déraciné 13 millions de personnes et plongé certaines régions dans la famine, provoquant une des pires catastrophes humanitaires au monde selon l'ONU. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.